refermer cette première partie de cette thématique traitement et leur complémentarité, eh bien, et avant que nous n'échangions bien évidemment ensemble, je me tourne vers le docteur Serge Herrmann en qualité de chirurgien orthopédique pour à la fois nous nourrir de ce qu'il va pouvoir nous donner comme information, mais aussi, vous avez toute l'attitude, vous êtes le dernier de la première, de cette table ronde de l'après-midi, donc vous avez toute l'attitude pour commencer à interréagir sur ce que vous avez entendu à la suite de votre support. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité pour participer à cette session où on a bien compris depuis ce matin qu'effectivement, on était dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire et le chirurgien peut paraître ou apparaître un petit peu comme le messie en bout de chaîne et finalement ces armes thérapeutiques à lui sont quand même assez larges puisqu'elles peuvent aller de l'abstention jusqu'à la prothèse totale. Donc vous voyez que quand un patient va voir un chirurgien pour un problème de gonarthrose de genou, le rôle du chirurgien, c'est déjà de replacer ce patient dans le stade évolutif de sa maladie, savoir ou essayer d'analyser le plus possible tous les traitements qui ont été réalisés, savoir l'efficacité de ces traitements, l'ancienneté des lésions, essayer de connaître un petit peu le stade évolutif de cette maladie. Et je crois que c'est cette énorme difficulté que l'on a devant une pathologie mécanique de savoir à quelle allure elle va s'accélérer pour entraîner un traitement, un retentissement fonctionnel tel qu'il faudra peut-être à ce moment-là faire appel au chirurgien. Et c'est vrai qu'au cours de ce long parcours de prise en charge thérapeutique, je pense que vous l'avez compris, il y a quand même un certain nombre de moyens thérapeutiques, qu'ils soient médicamenteux, qu'ils soient orthopédiques, qu'ils soient médecine douce parallèle, très souvent font plus de bien au portefeuille du thérapeute que véritablement au patient. Donc il faut quand même essayer de rester le plus objectif possible et il faut bien sûr comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'on a trop de patients qui viennent nous voir en disant j'ai de l'arthrose. Eh bien, il faut savoir vraiment si c'est premièrement de l'arthrose et quelle est l'intensité et le retentissement fonctionnel de cette arthrose. Les médecins et les rhumatologues doivent connaître et connaissent parfaitement bien les scores d'évaluation fonctionnelle pour savoir s'il y a véritablement un handicap, puisque la chirurgie derrière, elle va essayer d'amener une amélioration au handicap. Donc, il y a l'évaluation des scores fonctionnels, il y a l'évaluation et la réalité de la gonarthrose. La gonarthrose, on ne peut pas parler de gonarthrose sans faire au minimum des radiographies standards, en sachant ensuite que ce n'est pas parce que les radiographies montrent une gonarthrose avancée, si le score fonctionnel du patient reste bon, il n'y a aucune notion et aucune raison véritablement de basculer vers une prise en charge chirurgicale. Comme je dis toujours, on n'opère pas des radios, on essaye de traiter et d'améliorer des patients qui souffrent. Donc l'évaluation fonctionnelle, vous avez dû en avoir un écho ce matin, on va rapidement passer dessous. Les rhumatologues en France utilisent surtout le score VOMAC, c'est 24 questions, ça peut paraître énorme. En fait, toutes ces questions, quand vous vous rendez compte au cours d'un examen clinique, ça va quand même très très vite. Ça permet un peu parce qu'il y en a un certain nombre qui sont un petit peu redondantes. Et au final, vous avez quand même un score d'évaluation fonctionnelle. Nous, chirurgiens, on se réfère à une autre classification fonctionnelle qui est l'International Knee Surgery, qui a 2 scores. Elle peut paraître également compliquée. Il y a un score douleur, mobilité, stabilité, coté sur 100. Et puis, il y a un score fonction, coté sur 100. Mais au moins, ça permet déjà, simplement dans l'interrogatoire, dans l'examen clinique du patient avant de parler de chirurgie, d'essayer d'apprécier véritablement son handicap. Une fois qu'on a un peu situé, je dirais, cette évaluation fonctionnelle, bien entendu, il faut confirmer l'arthrose. Et l'arthrose, jusqu'à présent, preuve du contraire, ça répond à une définition radiographique simple. Pour ça, il suffit de faire simplement des clichés radiographiques de face en chousse.
S'ils sont normaux, ce n'est pas de l'arthrose. C'est peut-être une chondropathie, des lésions cartilagineuses ou une surcharge, surutilisation, mais ce n'est pas de l'arthrose. Donc on n'est pas dans le traitement de la gonarthrose. Et la définition de la gonarthrose, c'est déjà un pincement articulaire, fémorotibial médial le plus souvent, parfois latéral, ou fémoropatellaire. Donc là, effectivement, sur des radiographies banales, on peut parler de gonarthrose et à ce moment-là, dérouler toute la prise en charge médicale et éventuellement chirurgicale. Donc voilà un petit peu comment ça se déroule, l'approche du chirurgien vis-à-vis d'une prise en charge d'un patient atteint de gonarthrose. Et puis ensuite, très souvent, le patient, quand il vient voir le chirurgien, il arrive déjà avec ses examens complémentaires. Et la plupart du temps, aujourd'hui en France, il arrive avec son IRM. Est-ce que c'est le meilleur examen à faire dans le cadre d'une prise en charge de la gonarthrose, l'IRM? Certainement, c'est absolument nécessaire, effectivement, devant un patient d'une 50aine d'années qui a des signes d'arthrose débutante et des signes de coincement mécanique dans son genou. On ne peut pas, entre guillemets, se permettre de déclencher une prise en charge chirurgicale sans IRM préalable. Par contre, il faut penser aussi, de temps en temps, pour compléter le bilan, savoir demander, en fonction des cas, un arthroscanner qui permettra souvent, par ailleurs, d'amorcer ou de vérifier l'inefficacité ou non d'un traitement infiltratif. Personnellement, je ne demande jamais, dans le cadre d'indications chirurgicales en préopératoire, un arthroscanner sans test infiltratif conjoint, puisque le radiologue a l'aiguille dans l'articulation, et on sait qu'à ce moment-là, il peut très bien rajouter une ampoule de corticoïdes. Donc ensuite, quels sont les moyens du chirurgien vis-à-vis de la gonarthrose? Alors il y a un premier moyen qui n'est pas véritablement chirurgical, qui a été prôné par certaines équipes rhumatologiques, puisque c'est le lavage articulaire simple. Est-ce que c'est efficace? Lavage articulaire, ça peut se faire plutôt dans une ambiance stérile, ce n'est pas nécessairement à l'hôpital. Certaines équipes rhumatologiques font ça en consultation, sous anesthésie loco-régionale. On ponctionne le genou, deux voies d'abord simples, sans contrôle visuel, et on va laver le genou pour laver le genou, évacuer les débris de cytokines. Ça a une efficacité transitoire, ça peut être répété. C'est souvent intéressant lorsqu'il se surajoute dans ces éléments de gonarthrose purement mécanique un élément chimique, notamment de chondrocalcinose articulaire associée. Donc ça peut faire partie, au moment de l'évolution et de l'histoire naturelle de cette gonarthrose, ça peut faire partie d'un début de, entre guillemets, prise en charge chirurgicale qui peut rendre service pour arrêter une poussée évolutive particulièrement sévère. Ensuite, il y a l'arthroscopie. Alors ça, c'est effectivement largement discuté dans l'indication d'une gonarthrose. L'arthroscopie, est-ce qu'elle a une place? Alors, il y a des indications d'arthroscopie dans la gonarthrose, quel que soit le stade à la fois clinique et radiographique de la gonarthrose, qui sont indiscutables, ne serait-ce que les blocages articulaires liés à des ostéochondromes, car très souvent dans la gonarthrose, vous avez des phénomènes de chondromatose secondaire. On n'est pas dans le cadre d'une ostéochondromatose primitive. Chondromatose, c'est le cartilage qui se délite, qui va petit à petit secondairement s'ossifier. Il y a des corps étrangers intra-articulaires, ils sont responsables de blocage. C'est sûr qu'à ce moment-là, l'arthroscopie simplement va enlever les corps étrangers, supprimer les blocages, amener l'effet lavage, et puis ça va permettre peut-être de passer encore une étape avant d'aller plus loin. Sur le plan de la raideur articulaire, et notamment du flessome, est-ce que l'arthroscopie peut rendre service? Je dirais que dans la gonarthrose primitive, naturelle, certainement pas. Toutes les tentatives de résection d'ostéophytose, libération, ablation de corps étrangers pour essayer d'améliorer notamment les flessomes qui sont très mal supportés au cours de l'évolution de la gonarthrose. Globalement, la prise en charge arthroscopique est déjà un élément non négligeable,
et avec des suites tout à fait conséquentes. C'est des suites d'arthrolyse chirurgicale, même si c'est sous arthroscopie. Et finalement, le résultat reste médiocre. Sauf dans un cas très particulier, qui est la gonarthrose post-traumatique, que ce soit, et notamment sur laxité antérieure. Car dans le cadre des laxités antérieures, opérées ou non, c'est vrai qu'effectivement, il y a des phénomènes d'arthrose secondaire qui s'établissent. Et dans ces gonarthroses sur laxité antérieure, très souvent, vous avez des ostéophytoses au niveau des épines tibiales, au niveau de l'échancrure intercondylienne, qui véritablement sont, elles, responsables du flessum. Et aller supprimer ce conflit antérieur local permet effectivement à ce moment-là de redonner au patient une meilleure souplesse vers l'extension du genou, dont on connaît l'importance dans la tolérance fonctionnelle de sa gonarthrose. Donc, c'est sûr que dans ce cadre-là, effectivement, on peut proposer une arthrolyse arthroscopique, libération antérieure. Je vous rappelle que l'hospitalisation dans ce cadre-là, c'est certainement pas de la chirurgie ambulatoire. On est déjà sur une chirurgie, certes arthroscopique, mais dont les suites post-opératoires immédiates sont marquées puisqu'on va abraser les ostéophytes, casser, enlever des corps étrangers. Donc on va faire saigner dans le genou. Ce sont des genoux qui gonflent. Souvent l'hospitalisation, c'est minimum 2, 3, 4, 5 jours. Et on est parti derrière pour une prise en charge post-chirurgicale de minimum 6-8 semaines avant que le patient retrouve déjà un niveau d'utilisation correct de son genou. Alors, le vrai gros souci dans le parcours chirurgical, c'est ménisque et gonarthrose. Ménisque et gonarthrose. Le ménisque, c'est un amortisseur. Son rôle, c'est d'amortir les pressions sur le cartilage et donc de diminuer le risque d'arthrose. Donc la méniscectomie, c'est-à-dire on va enlever un ménisque remanié, déchiré, manifestement, oui, elle est facteur d'arthrose dans le genou, hein, puisque si on regarde les études qui ont été faites, post-méniscectomie, on a d'authentiques gonarthroses post-traumatiques sur membre inférieur axé qui restent présentes. Mais est-ce que le fait de laisser un ménisque lésé dans le genou ne risque pas d'aggraver le phénomène d'usure et de délabrement cartilagineux lié à la gonarthrose? Et les études nous montrent là aussi qu'il existe un effet arthrogène propre certain d'une lésion méniscale survenant au cours du parcours d'une gonarthrose. Mais cet effet arthrogène formel ne concerne que les lésions dites instables. Car un ménisque lésé, comme vous pouvez le voir, donc diapo du haut là, vous avez des lésions cartilagineuses, c'était un stade mince, on va revenir en arrière, c'était un stade 2 d'Albach, et on regarde effectivement le ménisque, effectivement, la vue n'est pas très, très jolie. Le ménisque, effectivement, est lésé. Vous pouvez avoir très souvent dans les lésions d'arthrose débutante ce type de lésions méniscales, de fissuration horizontale. Est-ce qu'elles sont responsables de la douleur? Certainement pas. Certainement pas. Elles sont stables. Elles ne sont pas agressives pour le cartilage. Et donc, même si effectivement le ménisque remplit moins bien son rôle d'amortisseur sur le cartilage, il vaut peut-être mieux le garder. Par contre, la lésion dite lésion ménisco-dégénérative stade 4, décrite il y a très très longtemps par nos collègues médecins, notamment le docteur Dorfman, ça c'est une vraie lésion arthrogène. Ce sont des lésions qui se développent à l'union du segment moyen et postérieur du ménisque interne sous forme de fractures radiaires qui détachent une languette souvent à base antérieure ou base postérieure, qui devient agressive en elle-même pour le cartilage. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que l'arthroscopie devient logique dans le parcours évolutif de la gonarthrose. Comment les suspecter, ces lésions? Eh bien, on les suspecte d'abord sur la clinique. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont des patients qui sont un petit peu gênés par leurs genoux depuis 5-6 ans, et parfois, ils disent « j'ai raté une marche », ou même sans circonstances déclenchantes particulières,
brutalement, la symptomatologie douloureuse se dégrade, brutalement. Et là, ils développent pseudo-blocage, gonflement, idarthrose, ils réagissent mal au traitement infiltratif, et c'est évident que dans ce cadre-là, l'intérêt de l'imagerie, justement, c'est de faire la chasse à ces lésions méniscales instables sur arthrose. Si l'imagerie vous montre un ménisque remanié, sans lésion instable, voire extru, l'arthroscopie n'a pas sa place. Si on touche en plus à ce ménisque toujours un petit peu abîmé, on va accélérer le processus évolutif de l'arthrose. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'à partir de la cinquantaine, devant un genou gonarthrosique débutant, l'IRM faisait partie systématiquement pour le chirurgien de l'examen, l'imagerie préopératoire, parce qu'il a été décrit des phénomènes de nécrose post-méniscectomie, parce qu'on a mal analysé la lésion au départ. Ce matin, on vous a parlé de l'imagerie, et notamment de l'IRM, de l'œdème condylien. Il faut bien différencier sur le plan de l'IRM ce petit œdème de surcharge. C'est vrai que la diapo n'est pas très parlante, mais effectivement, il y a une languette méniscale qui est repliée dans le récessus méniscal. Il y a une petite souffrance osseuse locale, mais là, c'est le ménisque qui gêne. Avec cette image, alors ce n'est pas un T2, mais c'est un T1. Et donc, en T1, où ici, vous avez un œdème condylien important, vous avez une fissuration de contrainte au niveau du cartilage. Certes, dessous, il y a une lésion méniscale, mais cette lésion méniscale, apparemment, elle est stable. Là, si vous allez faire une arthroscopie pour traiter le ménisque, vous allez aggraver le malade. Et donc, devant ce tableau de fissuration de contrainte dans le compartiment interne, parce que c'est vrai que c'est le plus souvent où cela se produit, le réflexe du chirurgien est de dire il est urgent de ne rien faire sur le plan chirurgical. Et le meilleur traitement, c'est 2 cannes, et on refait une IRM 3-4 mois après pour s'assurer de la disparition de l'œdème, parce que ce type de lésion peut évoluer pour sa part propre vers une véritable ostéonécrose. Et 3-4 mois après, on refait une IRM si le patient est toujours gêné. Si l'œdème a disparu, on peut dire à ce moment-là que c'est peut-être effectivement la lésion méniscale qui le gêne et qu'il sera logique de lui proposer une arthroscopie. Donc vous voyez, c'est le rôle, on parle énormément aujourd'hui de chirurgie mini-invasive, l'arthroscopie, c'est pas grand-chose. Mais dans le parcours d'une gonarthrose, prendre une décision d'arthroscopie, ce n'est pas anodin. Alors après, en dehors de ce problème méniscal, c'est vrai qu'il y a quand même le problème fondamental qui est le cartilage. Le cartilage. Et dans les années 70, 80, 90, il y a eu plein de techniques décrites de stimulation ostéochondrale. Alors la stimulation ostéochondrale dans la gonarthrose, ça reste quand même des résultats très décevants. Les premières techniques de stimulation ostéochondrale, c'est les perforations de Pridey. Le principe, c'est de faire des trous dans l'os pour faire saigner. Le but, c'est que quand ça saigne, après, ça fait une croûte. Après, cette croûte, avec le mouvement, se transforme en une cicatrice qu'on espère le plus fine possible, qui est en fait un fibrocartilage, parfois lisse, mais de très mauvaise qualité mécanique. Donc, perforation de Pridey. Ensuite, il y a eu la grande mode des abrasio-arthroplastiques dans les années 80. Alors, bien sûr, ça a duré je ne sais pas combien d'heures. Derrière, on mettait les patients 3 mois en décharge, avec des résultats qui étaient quand même franchement mauvais sur le plan à la fois anatomique et fonctionnel. Un peu moins agressifs aujourd'hui sont les microfractures qui ont été prônées par Steadman, qui sont très intéressantes, non pas dans la gonarthrose, mais plutôt dans les lésions ostéochondrales post-traumatiques que l'on rencontre de manière très fréquente au décours des accidents d'instabilité et des ruptures du croisé antérieur. C'est vrai que si vous avez une fracture chondrale ou un cartilage, mais que le reste du cartilage autour reste sain, c'est vrai que ces stimulations ostéochondrales arthroscopiques sont intéressantes à réaliser. Donc beaucoup de temps passé pour vous expliquer un petit peu, parce que c'est important, la place de l'arthroscopie dans la gonarthrose. Je pense que les chirurgiens doivent, je dirais, garder bon sens et éviter de faire des gestes. On se dit toujours, oh, l'arthroscopie, c'est pas grand-chose, et puis si ça marche, tant mieux.
Ben non, il faut essayer de prévoir avant. Alors ensuite, le parcours chirurgical, c'est l'ostéotomie. Et l'ostéotomie, elle est destinée essentiellement à corriger des défauts d'axe, le plus fréquent, puisque 8 fois sur 10, la gonarthrose est fémoro-tibiale médiale sur génuvarum. Et bien ce geste chirurgical est particulièrement difficile, car si on veut avoir des résultats secondaires fonctionnels, il faut répondre et arriver à un résultat et à un cahier des charges qui doit être particulièrement rigoureux. Et bien entendu, on a beaucoup de résultats décevants d'ostéotomie dans le parcours d'une gonarthrose en termes de résultats à long terme, parce qu'en fait, au départ, ça a été insuffisamment ou mal corrigé. L'ostéotomie fémoro-tibiale interne, la déformation est au tibia sur un génuvarum constitutionnel. Le principe de l'intervention, c'est de casser le tibia pour le redresser. Le chirurgien a deux techniques. Une technique dite de fermeture externe. Donc on va enlever un triangle par la face externe du tibia qu'on remet en contact. Et dans les corrections importantes supérieures à 7-8 degrés, il faut y associer soit une libération, soit une véritable ostéotomie du péroné. Il y a les ostéotomies tibiales de valgisation par ouverture interne, où là, au lieu d'aborder en externe, on aborde en interne. On va couper le tibia, l'ouvrir, mettre à l'intérieur de l'ouverture soit de l'os, soit des substituts osseux, comme ici, associer un système de fixation. Pour mémoire, rarement utilisé, peut-être réservé dans des déformations majeures, ce sont les ostéotomies curvilignes, curviplanes, c'est-à-dire ostéotomies sphériques qui permettent de faire des corrections progressives par fixateur externe dans des déformations majeures, des varus supérieurs à 25-30 degrés. C'est plutôt des séquelles de maladie de Blount avec des flessomes importants. Il y a une telle correction à faire. Le patient est jeune, donc là, on va lui faire une ostéotomie sphérique. Les gestes associés qu'on peut faire au moment des ostéotomies, on peut faire une arthroscopie lavage pour être sûr qu'il n'y a pas d'anomalie particulière en intra-articulaire. Et on peut éventuellement même associer un geste de recentrage rotulien s'il y a une pathologie, une anatomie rotulienne anormale. Bien entendu aussi, dans le cadre des laxités antérieures, la réalisation conjointe reconstruction du croisé antérieur plus ostéotomie de normovalgisation est effectivement réservée à ces sportifs un petit peu vétérans, sans être vétérans parce que parfois ils sont jeunes, notamment d'échecs de ligamentoplastie qu'on retrouve en génuvarum avec un compartiment un petit peu pincé, avec un genou laxe. Et à ce moment-là, c'est vrai que pour garantir un résultat dans le long terme, il ne faut pas hésiter à le ramener non pas en valgus, mais simplement à 0,2 degrés de valgus et refaire la reconstruction du croisé antérieur, soit dans le même temps opératoire, soit en 2 temps. Les délais de consolidation radiographique des ostéotomies, quels qu'ils soient, c'est 2 à 4 mois. La plupart du temps, on autorise la reprise d'appui vers la 6e, 8e semaine post-opératoire. Le problème, notamment aujourd'hui, où on fait de plus en plus d'ostéotomies d'ouverture aux dépens des ostéotomies de fermeture. Pourquoi ? Raison première immédiate, c'est qu'une complication majeure de l'ostéotomie tibiale de fermeture externe, c'est le syndrome de Loge aigu post-opératoire, qui peut être dramatique et qui n'existe pas dans les ostéotomies d'ouverture interne. Donc, dans les ostéotomies d'ouverture, je vous ai dit, souvent on utilise des substituts osseux. L'avantage qu'ils ont, semble-t-il, c'est de permettre de guider de trames protéiques pour la repousse osseuse à l'intérieur. L'inconvénient, c'est que leur intégration est très longue et que finalement, lorsqu'on utilise ces substituts osseux dans des corrections importantes, 8-10 degrés, eh bien, la plupart du temps, on a une perte de correction. Et donc, pour avoir un bon résultat d'une ostéotomie de valgisation, le contrat, c'est d'amener le membre inférieur sur un axe entre 0 et 3 degrés de valgus. Et là, on est à peu près certain
d'assurer au patient un calme dans sa maladie arthrosique au minimum de 10, voire 15 ans. Par contre, si on laisse persister un varus, bien entendu, le résultat sur le long terme sera effectivement tout à fait décevant. Les complications de cette chirurgie, aucune chirurgie n'est sans complications. Il peut y avoir des retards de consolidation, des pseudarthroses, et puis toujours ce problème de défaut de correction qui aujourd'hui, je trouve, sont trop fréquents, notamment avec l'utilisation des substituts osseux. De l'autre côté, c'est beaucoup moins fréquent, hein, c'est la gonarthrose fémorotibiale latérale, qui est d'origine fémorale et que l'on va corriger donc par une ostéotomie fémorale. Et aujourd'hui, l'ostéotomie fémorale, pas question de faire une ostéotomie fémorale, pas question, enfin pour moi, d'ouverture externe, parce que là, il faut prendre une greffe osseuse, c'est déjà une intervention un peu compliquée. Aujourd'hui, on a des moyens d'ostéosynthèse très simples, d'assurer des suites post-opératoires rapides, d'ostéotomie fémorale de varisation par fermeture interne ici. C'est-à-dire on enlève un coin, avec le même but que l'on doit rechercher sur le plan mécanique, c'est-à-dire amener le membre inférieur entre 0 et 2 degrés de varus pour avoir de bons résultats à long terme. Quand on parle d'arthrose unicompartimentaire, on a vu médiale, on a vu latérale, ben, la rotule, ça fait partie du genou et il peut y avoir de l'arthrose de la rotule. Et donc là, l'arthrose fémoro-patellaire, la plupart du temps externe, l'indication idéale, c'est un patient d'une quarantaine d'années qui a un long passé d'instabilité rotulienne objective, plus ou moins bien tolérée sur le plan fonctionnel, et qui là va souffrir, va faire des épanchements récidivants, risquer un peu plus d'accidents d'instabilité. Et là, c'est vrai qu'on fait ces interventions que vous connaissez bien, de transposition de la tubérosité tibiale antérieure avec avancement, libération des éléments externes. Donc ça, c'est le traitement chirurgical conservateur de la gonarthrose. Et ensuite, on monte en gamme. Ensuite, on a les prothèses unicompartimentaires internes. Hein. Premier principe à connaître d'emblée, il faut que le genou soit stable. C'est-à-dire que si vous avez des séquelles de laxité antérieure, un croisé antérieur non fonctionnel, inutile d'envisager une prothèse unicompartimentaire interne ou externe. De toute façon, elle ne tiendra pas. Et c'est dans ces cadres-là que l'on a des décèlements précoces. Il faut vérifier au préalable, d'où l'intérêt de l'arthroscanner, de la normalité des compartiments, des autres compartiments du genou, fémorotibial externe et fémoropatellaire. Et puis là aussi, c'est une technique et des résultats très chirurgiens dépendants. Hein. Il y a plein de critères à respecter. Hein. Le principe, c'est de respecter notamment la pente tibiale du compartiment concerné que l'on va prothéser. Faut respecter l'implantation au niveau fémoral, ni en flexum, ni en récurvatum. Faut respecter la balance ligamentaire. C'est une intervention chirurgicale, je dirais, assez simple, mais comme toute intervention chirurgicale, il y a plein d'impératifs techniques à respecter pour espérer de bons résultats, parce que ces prothèses donnent des résultats parfaits. C'est quasiment la seule prothèse au niveau du genou qui puisse donner ce que l'on appelle un genou oublié, c'est-à-dire une prothèse unique qui marche bien, c'est vraiment un genou oublié, notamment en termes de récupération de mobilité en flexion, ce qui n'est largement pas le cas encore, même si on a des modèles grande flexion sur les prothèses totales. Donc l'indication idéale, manifestement, c'est vrai que c'est la gonarthrose post-ménisectomie du sujet après la cinquantaine, d'autres diront après 60 ans. Je pense qu'effectivement, on va rendre service. Et vous avez ces impératifs techniques absolus à respecter sur la pente tibiale, sur la hauteur de l'interligne, le positionnement du composant fémoral, hein, ce qui vous permet de vous dire ensuite que globalement, à indication bien posée, technique chirurgicale bien réalisée,
vous avez plus de 80% de vos implants qui seront toujours en place et fonctionneront de manière correcte 15 ans après. S'il y a des erreurs techniques, vous allez avoir des décèlements précoces 2, 3, 4, 5 ans. À ce moment-là, peut-être qu'il n'aurait pas fallu se lancer dans l'aventure de la prothèse unicompartimentaire qui, au moins, a le grand mérite de redonner des genoux normaux. C'est pour ça que c'est quand même une intervention très intéressante. Elle ne s'adresse pas non plus, on verra sur le tableau final, aux grandes déformations du genou. Toujours dans un seul compartiment atteint, il y a une intervention qu'on oublie un peu trop parce que ces indications sont très rares. C'est l'arthrose fémoro-patellaire pure du sujet âgé, après la soixantaine. Et bien après la soixantaine, la patiente, très souvent, sont des dames qui ne peuvent plus monter, descendre les escaliers, qui rament tout ce qu'elle veut, fauteuil, 2 appuis pour se relever avec un genou qui gonfle, alors qu'elle a un compartiment fémoro-tibial interne et externe qui est normal. Il faut savoir lui proposer une prothèse fémoro-patellaire. C'est une petite prothèse qui fonctionne parfaitement bien, qui a des impératifs techniques, là encore. Sa principale complication post-opératoire, c'est l'engagement du médaillon rotulien dans son rail. C'est-à-dire qu'il faut bien vérifier qu'effectivement, ici, le médaillon va bien glisser et rester bien centré par rapport au rail. Mais comme la prothèse unie fémoro-tibiale, ça donne des genoux oubliés. Comme souvent, ce sont des patients qui ont des atteintes bilatérales, le patient va demander 6, 8 mois, 1 an après, d'être opéré de l'autre côté, à condition que c'était bien indiqué et bien réalisé, comme tout geste chirurgical. Alors ensuite, on tombe dans le domaine de la prothèse totale. Aujourd'hui, il y a 3 grands types de prothèses totales sur le plan, je dirais, des matériaux. Il y a les prothèses dites non contraintes. Non contraintes, c'est les prothèses qui conservent le pivot central, ligament croisé antérieur et ligament croisé postérieur, ou simplement les ligaments croisés postérieurs, qui aujourd'hui sont moins bien utilisés. La conservation des 2 croisés sur une prothèse de genou, il faut savoir que dans plus de 50% des cas, dans une gonarthrose sévère avancée, même si le croisé antérieur est toujours présent, il n'est absolument plus fonctionnel. Et donc remobiliser et redonner de la souplesse à un genou sur un pivot central qui n'est pas fonctionnel, ça expose à des échecs rapides. Aujourd'hui, la plupart du temps, en première intervention, ce sont ce qu'on appelle des prothèses semi-contraintes, sans conservation des ligaments croisés. Et puis, en dernier, plutôt dans ce qui concerne les reprises chirurgicales ou les grandes destructions, c'est les prothèses à charnière. Elles peuvent être implantées avec ou sans ciment, en fonction de la qualité osseuse du patient que l'on traite. Et les objectifs à atteindre pour le chirurgien d'une prothèse totale de genou, comme d'une prothèse unicompartimentaire, c'est le meilleur score fonctionnel possible. Donc essayer de se rapprocher le plus des 200 points de l'IKS et une prothèse bien posée pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc les prothèses, pendant longtemps on a discuté la conservation du croisé postérieur, c'est parce que c'est vrai, je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est très technique, c'est vrai que ça avait des avantages théoriques sur le plan de la flexion, de soulager les contraintes sur l'implant tibial et tout. Là aussi, le croisé postérieur, quand on le remet en fonctionnement, il remplit plus parfaitement son rôle. Et finalement, avec le recul, les séries avec et sans conservation du croisé postérieur n'ont pas montré de différence significative et parfois même des résultats plus décevants avec les prothèses qui conservaient le croisé post que celles qui sacrifiaient le croisé postérieur. Donc aujourd'hui, le vrai challenge, effectivement, c'est que depuis une vingtaine d'années, 25 ans, est apparu le concept de plateau mobile. Alors c'est là, au niveau des prothèses de genoux, donc c'est en fait trois implants. Vous avez un implant qui est encastré dans le fémur,
un implant qui est embasé dans le tibia, et entre les deux, il y a le plateau qui restitue la surface de glissement. Donc, sur les prothèses semi-contraintes classiques des années 80, c'était des plateaux fixes. Et à partir des années 90, est apparu le concept de plateau mobile qui peut soit tourner, soit avancer, reculer pour restituer le mécanisme de flexion-roulement au niveau d'une prothèse de genou. Et c'est vrai qu'il restitue surtout la rotation externe automatique au niveau de la flexion du genou et donc une meilleure qualité de récupération de mobilité du genou. Donc aujourd'hui, vous allez être confronté essentiellement en première intention à des prothèses semi-contraintes à plateau mobile. Il faut savoir que sur le plan chirurgical, ces prothèses semi-contraintes à plateau mobile, là aussi, la rigueur chirurgicale d'implantation doit être absolument, je dirais, parfaite. Elle ne tolère pas l'imperfection, notamment puisqu'elle repose sur un concept de balance ligamentaire conservée, notamment sur les plans latéraux. Et la principale complication immédiate, précoce des prothèses semi-contraintes à plateau mobile, c'est les luxations du plateau mobile. C'est-à-dire que si vous avez une laxité dans le plan frontal qui persiste à la fin de votre intervention, au cours du mécanisme de flexion-extension, le plateau rotatoire mobile peut pivoter de 90 degrés et se luxer. Ça, c'est une complication qu'on ne voyait pas avec les modèles auparavant. Et c'est un tableau assez clinique et c'est un problème d'erreur technique chirurgicale. Et vous pouvez encore mobiliser 3 minutes de votre temps. Alors, 3 minutes, on va aller très vite, puisque le grand débat aujourd'hui, c'est plutôt les équipes chirurgicales. Est-ce qu'il faut resurfacer ou non la rotule, c'est-à-dire mettre un médaillon rotulien ou laisser la rotule en place? Beaucoup de reproches ont été faits au scellement d'un médaillon rotulien. Il est évident que quand le stock osseux rotulien est trop fragile, il vaut mieux simplement se contenter, sur le plan de la technique chirurgicale, d'un émondage, régularisation rotulienne et pas mettre de médaillon. Par contre, laisser, comme dans ce cas-là, un médaillon rotulien beaucoup trop épais, même si la prothèse fémorotibiale fonctionne parfaitement bien, c'est un échec fonctionnel parce que ce patient va se, entre guillemets, plaindre de douleurs rotuliennes inéluctables lors de la flexion-extension parce qu'il rentre en conflit avec la trochlée. Les vrais progrès actuels depuis 10 ans, c'est toujours pour le chirurgien d'arriver au contrat technique auquel il doit se plier. Et ça a été, dans un premier temps, la navigation pour justement assurer une technique de pose la plus parfaite possible. Et aujourd'hui, on a les techniques dites de prothèse sur mesure. En fait, ce sont des analyses préopératoires en genou-cheville qu'on envoie au fabricant de prothèses et qui va nous donner les blocs de coupe que l'on fixe sur le genou et qui doit théoriquement nous permettre d'avoir un HKA 180 en fin d'intervention. Voilà. Technique mini-invasive, alors on en parle beaucoup, ça fait plus d'1 siècle qu'elle est connue, cette technique mini-invasive, c'est la gernèse interne qui aujourd'hui s'appelle mid-vaste, sub-vaste interne. Le principe, effectivement, au lieu de manière classique de passer en transe à travers le tendon rotulien, le tendon quadricipital, c'est de passer sous le quadriceps pour le respecter et assurer une récupération fonctionnelle meilleure. Les résultats des prothèses totales de genoux, aujourd'hui, se rapprochent des résultats de prothèses de hanche. On peut dire qu'il y a globalement plus de 90% des implants actuels qui seront toujours en bon fonctionnement dans 15 ans. Sur le plan des activités sportives, conseillées, non conseillées à faire après prothèse, ici, il y a des classifications, c'est bien étudié depuis une dizaine d'années. C'est vrai que tout ce qui est sport à base d'impulsion, de contacts répétés sont déconseillés, mais il y a quand même un certain nombre d'activités physiques qui sont tout à fait conseillées. Et donc, pour conclure, vous avez cet arbre décisionnel, je dirais médical, où vous avez toute l'équipe qui doit intervenir. Le chirurgien, lui, peut être consulté à un moment de cet arbre décisionnel et n'est pas obligé nécessairement de dire c'est le moment de la chirurgie. Et puis,
sur le plan des indications chirurgicales. Si on reprend l'ostéotomie, eh bien on voit que c'est plutôt patient de moins de 60 ans, peu de pincement, moins c'est usé, plus le résultat à long terme sera bon, avec un croisé antérieur présent, un varus tibial constitutionnel important, dans le cadre d'une étiologie essentiellement mécanique, arthrose, il peut être aussi s'adresser à une déformation plus importante. La prothèse unie, elle doit répondre aussi à des critères d'indication très stricts. L'âge, 60 ans, je pense qu'à partir de 50-55 ans, on peut proposer effectivement une prothèse unie compartimentaire. S'il y a un pincement sévère, si le ligament croisé antérieur est présent et si le tibia est droit, c'est-à-dire s'il n'y a pas de déformation notable et s'il n'y a pas de flessum important. Et ensuite, on bascule dans le cadre des prothèses totales de genoux. Donc, stade ultime, la prise en charge chirurgicale. Je vous remercie. Merci, Saint-Germain.